Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christine Bousquet-Labourie, professeure émérite d'histoire médiévale à l'Université de Tours et vice-présidente de la Maison de l'Europe. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. Toujours Bonjour un plaisir de vous retrouver. Merci. Aujourd'hui, Christine, vous allez nous parler de Malte, cette petite île au milieu de la Méditerranée. Vous allez nous en dresser un petit portrait. Alors, justement, est-ce qu'on peut commencer par un petit portrait de cette île ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une petite île, c'est surtout un archipel. C'est un petit archipel puisque trois îles principales, trois îles habitées, Malte, la plus grande, Gozo, la plus rurale, et puis Comino, qui est minuscule et qui est presque inhabitée. Il faut vraiment chercher. Beaucoup moins connu. Voilà, beaucoup moins connu. Donc, on pourrait penser que ce petit archipel rocheux, il est sans grandes ressources naturelles majeures en plus. Il est situé entre la Sicile et l'Afrique du Nord et justement, c'est bien ça tout son intérêt, c'est sa situation géographique. Il est situé à 93 km au sud de la Sicile et à 288 km de la Tunisie. Donc il est vraiment le carrefour, un carrefour au cœur de la Méditerranée et c'est le centre exact des routes maritimes qui relient l'Orient à l'Occident et l'Afrique. Donc, non seulement dans le sens est-ouest, mais aussi dans le sens nord-sud. Donc, c'est une position tout à fait imposante. Alors, quand on va à Malte, il ne faut pas s'attendre à voir des grandes montagnes. C'est un relief assez modeste, il n'y a pas de montagne. Plus embêtant, il n'y a pas de rivière. C'est évidemment plus embêtant parce qu'il va falloir trouver de l'eau, bien sûr. C'est le problème numéro 1 pour Malte. C'est un relief calcaire qui est entaillé de falaises. Donc, on a quand même une certaine hauteur, mais ce n'est pas des montagnes. Et puis, surtout, le grand avantage de Malte, ce sont des ports naturels tout à fait extraordinaires, et notamment le Grand Harbour, le grand port, qui est une véritable splendeur, qui est très très beau à Malte, sur l'île principale de Malte. Ce sont des ports naturels en fait, il y a eu des aménagements par l'homme, mais ils étaient déjà présents. Ce sont des ports naturels au départ, oui, bien sûr, et qui expliquent d'ailleurs l'importance de ce nœud qu'est Malte, parce que les bateaux pouvaient s'y abriter facilement en cas de problème, notamment pendant la saison hivernale. Donc évidemment, c'est un peu des ports naturels, c'est extrêmement précieux, avec quand même le problème de l'eau, qui reste un problème numéro 1, parce que pendant des siècles, les bateaux qui s'arrêtent aussi pour faire de l'eau. Et donc là, c'est vite le problème. Donc ce relief, cette géographie, elle explique l'importance des fortifications, puisqu'il a fallu fortifier partout pour remplacer les montagnes qui n'existent pas. Il a fallu, évidemment, c'est une île qui a une vocation maritime, un archipel qui a une vocation maritime absolument extraordinaire, encore aujourd'hui. Et puis, en même temps, c'est une île qui est vulnérable. Elle est vulnérable parce qu'elle n'a pas de relief défensif naturel, parce qu'elle est convoitée. Donc, elle est vulnérable. Donc, évidemment, ça expliquera une grande partie de son histoire. Mais avant l'occupation humaine, elle a eu aussi une histoire intéressante avant l'histoire, la préhistoire. Oui, alors avant même ce que nous appelons la préhistoire, c'est-à-dire l'entrée des hommes les premiers hommes sur la Terre, à Malte, on a une période préhistorique assez fascinante, puisqu'on a retrouvé des ossements préhistoriques d'animaux à Malte, dans la grotte de Gardalam, donc au sud-est de Malte. On a retrouvé des ossements d'animaux et pas n'importe quels animaux. On a retrouvé, par exemple, des hippopotames nains. On a retrouvé un éléphant nain. Des éléphants, d'ailleurs je l'ai mis au singulier, non, au pluriel, des cerfs géants, des ours primitifs. Donc on peut se poser la question, comment ils sont arrivés là, parce que Malte, une petite île... un peu loin de l'Afrique quand même. Oui, quand même, 288 km, il n'y a, a pas un hippopotame ou un éléphant qui traverse ça. Donc, alors déjà, c'est tout simplement, on a retrouvé ça dans les strates inférieures d'une grotte.
parce qu'il y a eu effondrement et donc le bas de la grotte a capté littéralement tous les ossements qui étaient déposés là et qui a siphonné tous ces ossements. Alors, pourquoi ils sont arrivés là ? Sans doute parce que, d'abord, pendant les périodes glaciaires, le niveau de la mer était beaucoup plus bas, sans doute jusqu'à moins 120 mètres par rapport à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, tout simplement, la Malte était reliée à la Sicile par un pont terrestre. Alors, on ne sait pas quel type de pont, mais c'était relié. Et donc, les grands mammifères ont pu migrer assez naturellement. Et ils se sont adaptés aux conditions. Donc, ces grands mammifères sont devenus des petits mammifères, tout simplement parce que ils ont été isolés. À partir du moment où ça devient vraiment une île, ils sont un peu piégés, là. Donc, petit à petit, ils vont être isolés et ils vont être atteints de nanisme insulaire. Donc, les ressources sont limitées. Alors, il n'y a pas de grands prédateurs. Il n'y avait pas de grands prédateurs, donc ils ont pu vivre. Ils ont pu vivre et la sélection naturelle a favorisé les individus les plus petits, ceux qui avaient le moins besoin de nourriture et moins besoin d'eau. Donc quand je dis des petits animaux, pour se représenter un petit peu, un éléphant, il est haut comme un grand chien. Quand on voit aujourd'hui la taille d'un éléphant, évidemment, c'est tout petit. Les hippopotames, ils font à peu près 1 mètre de hauteur. Donc, pareil, c'est vraiment des petits animaux. Alors, ils ont fini par disparaître, bien sûr. Et on pense qu'ils ont disparu vers 12 000, 10 000 avant notre ère, donc avant l'arrivée de l'homme à Malte, sans doute à cause de changements climatiques, la montée rapide du niveau marin qui les a petit à petit évidemment piégés, et puis les habitats qui se sont réduits drastiquement. Ça n'a pas simplement empêché le renouvellement ou le retour vers les terres de départ, mais les habitats, les grottes et tout étaient noyés, donc plus d'habitat pour tous ces animaux. Alors, c'est très important pour l'histoire de Malte. C'est important, je finis juste là-dessus. Ça veut dire que Malte n'a pas toujours été une île isolée. Et c'était un environnement qui était sans doute beaucoup plus humide et verdoyant, parce qu'on ne peut pas avoir ce genre de mammifères, même petits, sans ça. Donc, il faut penser à ça lorsqu'on parle de Malte préhistorique. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes sur Malte aujourd'hui avec Christine Bousquet. Après les animaux préhistoriques, les hommes sont enfin arrivés sur Malte. Les hommes arrivent. Alors on pense qu'ils sont arrivés vers 5000 avant notre ère, à peu près. Donc un premier groupe humain débarque à Malte. Et ils sont assez nombreux pour s'installer dans les sites naturels, notamment la grotte de Gardalam. Ils vont édifier quelques petits villages primitifs de huttes et de branchages. Et on sait qu'ils ont une poterie qui est proche de la poterie qu'on retrouve en Italie du Sud et en Sicile. Donc, il y a vraiment, visiblement, une même culture qui s'est installée de part et d'autre du détroit, si on veut, entre la Sicile et Malte. Et puis, au début du 4e millénaire, il y a une nouvelle arrivée de population qui arrive là aussi de Sicile, mais qui n'a rien à voir avec la première, et qui va apporter de nouvelles formes, notamment, on le voit avec les sépultures, c'est souvent ça qui nous permet de voir que ce sont des gens différents, donc des sépultures nouvelles. Et au 3e millénaire, on va voir se développer ce qui est encore un peu une énigme pour nous, ces immenses temples mégalithiques dont Malte a le secret, puisqu'on sait qu'il y avait donc de très grands temples. Alors, les plus anciens, c'est des pierres sèches recouvertes de crépi. Et puis, les plus récents, ce sont des dalles taillées, parfaitement appareillées. Et donc, on a véritablement pu parler d'un temps des temples. Alors, on en retrouve... c'est important, pourquoi ? Parce que ce sont les plus anciens monuments en pierre du monde, avant Stonehenge en Angleterre et avant les pyramides d'Égypte. En effet. Souvent, on a tendance à penser que les pyramides sont plus anciennes, et non. Ce sont les temples maltais qui sont les plus anciens, donc c'est tout à fait extraordinaire.
Alors ça révèle quoi ? Ça révèle une société organisée, parce que vous ne pouvez pas bâtir des temples comme ça sans qu'il y ait une société organisée avec des gens qui vont se consacrer à ça pendant que les autres font de l'agriculture et être capables de nourrir les premiers. Donc il faut une société organisée. Visiblement, c'était des cultes de fécondité qui étaient célébrés à ces endroits-là. Et puis, on est frappé quand même par la maîtrise architecturale, qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, cette civilisation, progressivement, va disparaître à partir de l'an 1000, avant notre ère. On voit cette population qui, petit à petit, s'éteint. Et donc, d'autres peuples ont peuplé, du coup, Malte. Donc, après, c'est... La préhistoire, on va rentrer dans l'histoire. Et donc, quels sont ces habitants de Malte ? Alors, les premiers sont les Phéniciens. Les Phéniciens qui vont transformer Malte en escale, en port d'escale commerciale. Les Phéniciens, donc c'est un empire maritime, et ils vont introduire trois choses. D'abord, le nom même de Malte. Le nom de Malte, c'est Malette. En phénicien, ça veut dire refuge. C'est assez clair, on comprend bien. Voilà, le refuge que pouvait être cet archipel. Deuxième élément qu'on doit aux Phéniciens, que les Maltais doivent aux Phéniciens, c'est l'écriture. L'écriture, c'est évidemment un élément essentiel. Et puis, troisième élément important, c'est la culture maritime, bien entendu. Et alors, dans cet endroit, dans cette Malte phénicienne, on devait parler le phénicien. Parce qu'on a découvert un cippe, c'est-à-dire un cippe, c'est une petite stèle ou une petite borne en pierre que Bonaparte a emportée en 1798 quand il est venu à Malte, avec des intentions qui n'étaient pas simplement culturelles, vous pouvez vous en douter. Et ce cippe, il est au Louvre. Il est au Louvre. Alors, pourquoi il est intéressant ? Parce qu'il porte une inscription bilingue. Donc, on sait qu'il y avait des cultes phéniciens et on parlait phénicien dans ces sanctuaires, dans cette île de Malte. Après les Phéniciens. Alors après les Phéniciens, eh bien, c'est un autre empire, une autre thalassocratie qui va arriver. C'est les Carthaginois, et puis assez vite derrière, après la Seconde Guerre punique, où les Carthaginois sont battus par les Romains, c'est évidemment l'Empire romain qui s'installe, et c'est une période extraordinairement importante pour Malte. J'ai une petite question. Les Grecs ne sont jamais venus sur Malte ? Alors les Grecs, non, visiblement. Parce qu'ils étaient en Sicile. Oui, mais visiblement ils se sont pas installés. Ils ont dû venir, ils ont dû passer, bien sûr, mais ils n'ont pas laissé la trace d'une installation réelle. Il y avait déjà les Phéniciens qui étaient là, il y avait les Carthaginois après, et puis Rome directement. Donc non, on ne retrouve pas de Grecs. Alors les Carthaginois et les Grecs, et les Romains, pardon, vous m'avez troublé avec les Grecs, vont faire de Malte un endroit de prospérité. Prospérité agricole d'abord, avec des villas tout à fait luxueuses, avec l'intégration dans le monde latin. D'ailleurs, l'alphabet maltais est un alphabet latin, alors que c'est pas une langue d'origine latine, bien sûr. Et donc intégré dans le monde latin. Et d'ailleurs, on a une trace de cette richesse de Malte, puisque le gouverneur de Malte, Verrès, est dénoncé par Cicéron, qui dit qu'il est tout à fait cupide et il est attiré par la richesse de Malte. Donc, cupidité. Parce que la nouveauté est rarement une surprise, Planisphère cherche à comprendre l'actualité dans l'espace et dans le temps. Chaque semaine, des historiens, géographes, géopoliticiens, journalistes ou acteurs des relations internationales prennent le temps d'expliquer les soubresauts du monde. Planisphère, c'est chaque dimanche à 23h30. RCF, l'Europe en 43 minutes. Notre sujet aujourd'hui est Malte, cet archipel qui est au cœur de la Méditerranée et une importance stratégique.
Christine, donc on est revenu un petit peu sur la préhistoire, sur le début de l'histoire avec les grands peuples qui se sont succédés à Malte. On est resté avec les Romains. Qui dit romain, à la fin de l'Empire romain, c'est aussi le christianisme. Oh, pas à la fin. Pas à la fin. Pas à la fin, dès le 1er siècle. Et d'ailleurs, il y a encore 4 siècles, effectivement. Si on prend les actes des apôtres, dans les actes des apôtres, on voit saint Paul qui fait naufrage à Malte. Donc, vers l'an 60, il est en train de partir vers Rome pour être prisonnier. Donc, il est emmené à Rome et ils font naufrage à Malte. Et d'ailleurs, saint Paul avait dit au capitaine qu'il ferait mieux de s'arrêter parce que il savait que ça allait être trop dangereux de naviguer. On était en hiver. Le capitaine n'a pas voulu l'écouter et évidemment, le bateau a fait naufrage. Ce sont des bateaux il y a mal calfatés, donc ils vont faire naufrage à Malte. Et saint Paul est reçu à Malte avec les autres passagers, bien entendu. Donc, il est là et on raconte que dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 18, on va dire que on raconte que Saint Luc raconte que saint Paul guérit le père du personnage le plus important de l'île, Publius, qui se convertit et devient le premier évêque de Malte, donc autour de l'an 60 de notre ère. Et alors, on a aussi une histoire disant que l'apôtre avait été mordu par une vipère sans en ressentir le moindre malaise. Et donc, la grotte de son ermitage pendant les 3 mois qu'il a passé là, passe pour protéger contre la piqûre des serpents, les venins, les poisons, bien entendu. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Donc, Malte est une terre de première chrétienté et c'est quelque chose qui est très important pour les Maltais. C'est resté un élément de fierté, d'importance. Ça se ressent encore aujourd'hui. C'est extrêmement important pour eux. Et justement, Malte ensuite entre dans l'ère médiévale, l'époque médiévale. Il y a aussi l'ordre des chevaliers de Malte. Alors, ça sera important. Un peu plus tard. C'est plus tard. D'abord, Malte va tomber dans les mains des Byzantins, puisque l'Empire est divisé en 2. Donc, Malte tombe dans la partie orientale, dans le monde byzantin. Et dans ce monde byzantin, Malte joue un rôle important. C'est une base navale stratégique. Donc, c'est vraiment important. Et l'église de Malte est rattachée au patriarcat de Constantinople. Elle n'est pas rattachée à Rome au départ. Et puis, vers l'an 870, l'archipel va être conquis par de nouveaux venus. Ce sont les musulmans d'Ifriqiya, donc d'Afrique du Nord, et le christianisme va être combattu. La langue et les mœurs arabes vont s'imposer. Les Arabes qui s'installent vont se protéger en fortifiant les anciennes villas romaines. Et l'ancienne capitale qui porte toujours ce nom arabe, Mdina, la ville en arabe, et qui rappelle donc la période arabe. Alors c'est une période qui va durer longtemps, elle va durer de 870 à 1091. Donc c'est vraiment... plus de 2 siècles. Oui, c'est important. Les Arabes ont légué à Malte d'abord la langue maltaise, qui est une langue sémitique, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est un alphabet latin qui écrit une langue sémitique, ce qui n'est pas si fréquent. La toponymie, donc Mdina, Rabat, ce sont des noms qui viennent tout droit des pays musulmans. Et puis l'agriculture avec l'irrigation, la culture des agrumes qui va beaucoup progresser à Malte. Les oranges maltaises, bien ça vient de cette période. Et puis en 1091, il y a un coup de tonnerre en Méditerranée, là, puisque Malte va être pris par les Normands. Les Normands s'intègrent au royaume de Sicile et donc vont s'intégrer au monde chrétien latin. Alors qu'ils n'en faisaient pas partie au départ, ils vont s'intégrer. Et donc, le Normand, Roger de Hauteville, c'est celui qui a pris la Calabre, la Sicile. Et donc,
en 90-91, Malte. L'expulsion des Arabes va priver les Maltais de beaucoup par exemple, d'artisans, de maçons. Et donc, il a fallu, au départ, avant de construire des grandes cathédrales, l'arrivée des chrétiens latins, on a construit des petites églises dans des grottes, dans les catacombes de l'époque romaine, parce qu'on n'a plus le personnel qu'il faut pour construire un Malte à cette époque-là. Parce que les Arabes ont été chassés. Oui, ils sont partis. Certains ont été chassés et ils sont partis. Alors, la fin du Moyen-Âge, on a donc une île qui a connu toutes les grandes dynasties, pratiquement, de l'époque médiévale. Aussi bien, un peu après, on va avoir les Hohenstaufen, donc les Allemands, les Angevins, les Aragonais. Et ce qui va changer, c'est effectivement l'arrivée des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, c'est-à-dire des chevaliers de ce qu'on appelle les chevaliers de l'ordre de Malte. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Vous écoutez l'Europe en 43 minutes et notre sujet aujourd'hui est Malte. Donc on a vu une période un peu historique, on arrive justement à l'époque maintenant des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, qu'on appelle les chevaliers de l'ordre de Malte. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces chevaliers? Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, c'est l'ordre des hospitaliers de Jérusalem, et qui ont été chassés de Terre Sainte, et puis qui s'étaient installés à Rhodes, et là, Saladin, les Ottomans, les ont chassés avec les honneurs, parce que la défense de Rhodes a été tellement extraordinaire qu'il a laissé partir les chevaliers sans les mettre à mort, sans les faire prisonniers. Il les a laissés partir. Et donc l'empereur Charles Quint, en 1530, va confier Malte à l'ordre des hospitaliers. Ça devient l'ordre de Malte, mais c'était un ordre des hospitaliers de Saint-Jean. Et avec eux, Malte devient un bastion militaire, devient même une frontière avancée de la chrétienté, puisque Rhodes est tombé. Donc, frontière avancée. Et il y a un moment très, très important dans l'histoire de Malte, c'est le grand siège de 1565. C'est un moment fondateur, car l'Empire ottoman attaque Malte. Et la résistance des chevaliers va être extraordinaire. Ils sont quand même très isolés. Ils ont compris que Mdina, c'était pas la peine de défendre Mdina. Ils se sont concentrés sur la défense du grand port. Et ils ont réussi à chasser les Ottomans. Ça a été vraiment une victoire extraordinaire. Ils ont tenu bon. Le grand maître de l'ordre, qui s'appelle Parisot de la Valette, a passé son temps à tenir ses troupes, à les encourager. Ça a été extraordinaire. Donc c'était une résistance tout à fait héroïque. Et la victoire maltaise va marquer l'imaginaire européen. Et ça va entraîner la fondation de la ville de La Valette, qui est la ville forteresse idéale. Si vous allez vous promener à La Valette, vous voyez bien les fortifications, c'est vraiment la ville forteresse. Donc les chevaliers de l'ordre de Malte ont créé un État religieux, un État cosmopolite, puisqu'on a des chevaliers qui viennent d'un peu partout, avec des auberges, ce qu'on appelle des auberges, c'est-à-dire les lieux de résidence de ces chevaliers, ces différents chevaliers, avec des palais, des hôpitaux, et puis évidemment des églises baroques qui vont être construites un peu partout dans l'île et surtout à La Valette. Donc c'est une ville neuve qui surgit entre le Grand Port et Marsamset. Donc on a vraiment... ça a été fait en 5 ans, la construction de La Valette. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Oui, c'était très rapide. Et qui est maintenant d'ailleurs la capitale de Malte. Alors maintenant, oui, c'est la capitale de Malte, oui. Donc ensuite on avance un petit peu dans le temps, on arrive à la période napoléonienne, on a Napoléon Bonaparte qui s'est emparé de Malte, qui est allé en tout cas. Alors en fait, il faut comprendre que les Maltais commençaient à en avoir un peu marre de l'ordre de Malte, qui était quand même une puissance un peu tutélaire, donc même s'il y avait des avantages, pour eux, ils commençaient à trouver que c'était un peu lourd, et l'ordre est rentré un peu en turbulence, et il y a la Révolution française. Et la confiscation des biens du clergé, donc l'ordre de Malte voit confisquer
tous ces biens français. Et l'ordre est donc ruiné par la naturalisation des biens français. La moitié de ses revenus venaient de France. Donc, ils sont obligés de changer d'allié. L'ordre de Malte, c'était lié à la France. Et donc, ils vont choisir Malte, et Malte est hostile à la France. Donc, c'est un peu l'arrêt de mort là, du commerce international, du commerce maltais, et Marseille était le principal port, le principal interlocuteur de l'ordre de Malte. Donc, évidemment, c'est la ruine. Et donc, en 1798, le 10 juin, Bonaparte, qui est en partance pour l'Égypte, eh bien, on a les grandes escades, 300 voiles, qui se retrouvent devant l'entrée de Malte. 300 voiles avec la volonté de mettre de l'ordre dans cette affaire. Donc, l'ordre de Malte est obligé d'abandonner Malte. Et Bonaparte reste 5 jours simplement à Malte. C'est peu. Mais il a signé un nombre prodigieux de décrets, d'ordres, qui réorganise totalement cet endroit, avec un gouvernement local, l'abolition de la noblesse, de la féodalité. On reprend les grands éléments de la Révolution française, l'introduction de lois françaises, la réorganisation de l'Église, et notamment, il va privilégier les séculiers, le clergé séculier, au détriment des réguliers. Donc, il y aura plus qu'un couvent par ordre à Malte. C'est vraiment très... Donc, c'est ce dernier élément qui va soulever Malte. Et alors, Malte ne peut pas appeler vraiment Naples, ne peut plus. Les Français, c'est terminé. Donc, vers qui se tourner? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution. Ce sont les Anglais. Les Anglais, bien entendu. Et donc, c'est Nelson. Nelson va faire capituler la garnison française avec le général anglais. Donc, Bonaparte a compris trop tard que c'était une mauvaise chose, mais c'est terminé pour Malte française. RCF à Amboise, 100.4, à Cheverny, 96.4. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Après la courte période napoléonienne, on a la présence anglaise, qui elle est significative à Malte. Oui, alors la domination britannique, elle va durer longtemps, de 1800 à 1964. Donc c'est évidemment très important. Malte devient une base navale essentielle pour les Britanniques et c'est même un pivot de l'Empire britannique en Méditerranée. Donc les Anglais, dans les 20 ans qui suivent le fait d'avoir chassé les Français, c'est au traité de Paris et de Vienne en 1815. C'est là où Malte devient officiellement donnée à la Grande-Bretagne. Donc les Anglais vont s'appuyer sur la classe des négociants maltais qui jouent un rôle important. Alors, il y a un élément très important qui va se passer au XIXe siècle et qui va contribuer à donner à Malte et à la Grande-Bretagne une place essentielle, c'est l'ouverture du canal de Suez le 17 septembre 1869. Évidemment, c'est une escale tout à fait extraordinaire. Donc, les Anglais vont investir notamment dans l'habitat. Il y a beaucoup de vaisseaux qui se sont développés à ce moment-là. Et donc, on a une île assez bigarrée entre la vieille ferme arabe, le palais sicilo-normand, l'église ou le palais baroque, et puis le néogothisme romantique des Anglais. Donc, on a tout ça Et en fait, il y a quand même, quand on regarde Malte, il y a un élément d'unité, c'est la blondeur de la pierre. Quelles que soient les époques, en fait, on a l'impression d'avoir une certaine homogénéité, alors que c'est pas le cas. Ouais. Alors c'est vraiment, quand on regarde la carte, Malte est située entre Gibraltar, possession britannique, et le canal de Suez. Donc évidemment, c'est tout à fait essentiel. Contrôler Malte, c'est contrôler le ravitaillement vers la Libye. Et notamment, au moment de la Seconde Guerre mondiale, le ravitaillement allemand vers la Libye. Les troupes qui sont en Libye, les troupes de Rommel notamment. Donc Malte va être un enjeu capital de la guerre en Méditerranée. Et justement, donc, pendant cette Seconde Guerre mondiale, Malte, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était stratégique toujours. Oui, c'est stratégique, c'est absolument très important
pour les Allemands, parce que c'est le ravitaillement de l'armée allemande en Libye, et pour les Anglais, c'est évidemment pour pouvoir avancer, reprendre les territoires du sud de la Méditerranée. Aux Allemands, c'est tout à fait fondamental. Évidemment, derrière, c'est l'Égypte qui est visée par tout le monde. Donc, Malte va être assiégée. C'est un des sièges les plus violents de la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de juin 40, donc très vite, à partir de juin 40, Malte va subir des bombardements massifs, italiens d'abord, puisque l'Italie est alliée de l'Allemagne, puis allemand. Il va y avoir plus de 3000 raids aériens. C'est absolument colossal. Et il y a des attaques, quelquefois, quasi quotidiennes à Malte. C'est sans doute, à ce moment-là, le territoire le plus bombardé au monde par habitant. Ça ne veut pas dire grand-chose, dit comme ça, mais ça tombe en permanence. Donc les civils, les habitants de Malte se réfugient dans les abris creusés dans les roches, parce qu'il n'y a plus une maison sûre, bien entendu, et surtout, ils vont affronter des pénuries extrêmes, parce que l'île n'est plus ravitaillée. C'est ça le problème de l'île. Donc pénurie en nourriture, bien sûr, en eau, en carburant, en médicaments. Tout est rationné, c'est un rationnement très sévère. Et ce qui est extraordinaire de Malte, c'est qu'il n'y a aucune reddition. Les Maltais résistent, tiennent bon. Ils résistent collectivement. Il n'y aura pas d'occupation étrangère. Il n'y a pas de collaboration institutionnelle. Alors la résistance, elle est civile. Elle est aussi militaire. L'aviation, quand elle peut décoller, la marine, quand ils arrivent à bombarder, à être là, mais elle est surtout civile. Par exemple, les Maltais vont participer au secours, à la réparation des ports, au maintien de la vie quotidienne sous les bombes. Ça a l'air de rien, dit comme ça, mais c'est énorme. Alors, ce qui va sauver Malte, c'est bien sûr la capacité de résistance personnelle et collective, mais c'est aussi le rôle crucial des convois britanniques. Les convois britanniques, parce qu'en 1942, Malte est au bord de la famine. Ils ont vraiment failli mourir tous de faim. Et il y a un convoi qui est extrêmement célèbre, c'est l'opération Pédestal, qui a lieu en août 1942. Donc, un pétrolier, l'Ohio, qui arrive, mais vraiment en se traînant, maintenu à flot de justesse, qui arrive dans le port de La Valette, et ça sauve littéralement l'île, ce convoi. Il apporte du ravitaillement, ça sauve l'île qui était en train de mourir de faim. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un bateau qui arrive en se vautrant, littéralement dans l'eau. Pour le maintenir à flot, c'était compliqué. Donc à partir de la fin 1942, Malte redevient opérationnelle, et elle va pouvoir être le point de départ d'attaque contre les convois de l'Axe. Et Rommel va être donc progressivement privé de ravitaillement. Donc les choses changent, bien entendu. Et le 15 avril 1942, le roi George VI décerne à l'ensemble du peuple maltais la George Cross, c'est-à-dire la plus haute distinction civile britannique, pour la bravoure de tout son peuple, pour honorer ce peuple brave. Donc, il lui confère globalement la George Cross. C'est un cas unique dans l'histoire. Que l'on retrouve d'ailleurs sur une pièce d'euro. On le retrouve dans le blason de Malte, dans les armes de Malte, et donc on va la retrouver sur une pièce d'euro. Donc, sur le drapeau national maltais, c'est le symbole du courage collectif des habitants. RCF, l'Europe en 43 minutes. Notre sujet aujourd'hui est Malte avec Christine Bousquet. Christine, on a vu l'épisode difficile de la Deuxième Guerre mondiale, mais Malte encore place prépondérante qui a permis ce tournant stratégique aussi en 1942. Maintenant, 1964, elle devient indépendante. Oui, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, parce que on a eu 3000 bombardements. Malte est détruite, elle est dévastée, elle est appauvrie, mais moralement, elle est renforcée. D'avoir réussi à tenir comme ça, elle a été renforcée. Alors, petit à petit, les Maltais vont demander de l'autonomie politique. Ça s'est fait petit à petit. Et finalement, les Britanniques ne s'y opposent pas. Et le 21 septembre 1964, Malte devient un État indépendant, c'est un nouvel État, mais qui est un peu particulier. Il reste membre du Commonwealth, comme le Canada, par exemple. Et donc, le chef de l'État, c'est le roi britannique, le roi du Royaume-Uni, qui est représenté par un gouverneur général.
Alors ça, c'est la première étape, 64. Et puis 10 ans plus tard, Malte devient une république. C'est un président maltais qui remplace le souverain britannique. C'est en fait la rupture totale, complète, définitive avec le cadre colonial. On a changé véritablement de dimension. Et c'est une période la période qui s'ouvre en 74, c'est un peu une période de neutralité active. En fait, Malte oscille un peu entre l'héritage britannique, bien sûr, l'identité méditerranéenne qu'elle assume parfaitement, et puis la modernisation économique dont elle a terriblement besoin encore. Et elle commence à regarder, évidemment, vers un autre horizon qui va être l'horizon européen. Oui, il faut d'ailleurs attendre 30 ans pour que Malte fasse son entrée dans l'Union européenne. En 2004, elle fait partie des 10 États qui sont rentrés. Comment s'est fait cette entrée ? Est-ce que ça a été facile, difficile ? Alors ça a été un peu en dents de scie. Parce que dès les années 70, Malte avait des relations assez étroites avec la CE, donc avec des accords commerciaux. Donc on sentait que les choses se passaient bien. Et puis, elle va déposer sa demande d'adhésion en 1990, mais le processus va être interrompu pendant quelques années à cause de raisons politiques internes. C'est à Malte que ça se passe pas bien entre Maltais, donc tout s'arrête un petit peu jusqu'en 98, et la relance officielle de la candidature, c'est 1998. En fait, les hésitations reflétaient un grand débat dans la société maltaise. Est-ce que nous, petit État insulaire, on ne risque pas de perdre notre souveraineté ? C'est l'ouverture européenne contre cette souveraineté pour un tout petit État, en fait. Oui. Donc, c'était un peu ça. Donc, les négociations vont s'ouvrir vraiment en 2000 et elle reprend tout l'acquis communautaire, classiquement, le droit, les normes économiques, les politiques agricoles, environnementales, sociales, avec des adaptations qui sont accordées à Malte par l'UE, par exemple la protection de son marché immobilier, des mesures transitoires sur la fiscalité, et puis la reconnaissance de contraintes qui sont liées à l'insularité. On ne peut pas tout faire passer comme ça. Alors le référendum pour adhérer, c'est le 8 mars 2003, et 54% des Maltais répondent oui. Donc, il y a une participation élevée, ce qui montre qu'il y a une adhésion réelle, 54%, mais qui n'est pas unanime. Oui. Donc, on sent que c'est une société qui débat beaucoup de cette affaire, et le Parlement va ratifier le choix. Donc, le 1er mai 2004, elle rentre avec 9 autres pays, le grand élargissement à l'Est, elle rentre dans l'Union européenne, et puis en 2008, elle rentre dans la zone... D'abord, elle est intégrée en 2007 à l'espace Schengen, et en 2008, elle rentre dans la zone euro. Donc, c'est allé assez vite, en fait, l'entrée dans... Alors, pour Malte, l'adhésion, c'est... les avantages, c'est l'accès au marché unique, bien sûr, les fonds structurels européens, bien entendu. Non négligeable. Le renforcement du poids diplomatique, c'est quand même l'Union qui parle pour un petit archipel. C'est une sécurité économique et juridique. Il y a aussi des défis importants. Les contraintes environnementales qui sont difficiles à adapter sur une petite île, sur une petite économie quand même locale, et puis la pression migratoire qui est importante, comme sur toutes les îles de cette région méditerranéenne. Donc l'Union européenne est un cadre protecteur pour Malte, c'est aussi un cadre assez exigeant. Et notamment, on le voit bien dans le trafic maritime, avec le trafic maritime, qui est quand même une des grandes spécialités de Malte. Malte a toujours rempli un rôle très important dans le monde maritime, et c'est évidemment toujours un peu débattu au sein de l'Union européenne. Donc, il y a ces problèmes-là qui sont importants pour Malte. Et je dirais que Malte, en étant membre de la zone euro, ça lui a donné aussi une force, puisqu'elle a une monnaie qu'on change partout, et c'est un acteur clé sur les questions migratoires. Malte joue un rôle très important, et on sait que la question migratoire, c'est une question essentielle aujourd'hui de la politique européenne, en tout cas de la réflexion européenne. D'ailleurs, je voudrais ajouter que Malte a d'autant plus une voix prépondérante à l'heure actuelle dans l'Union européenne, puisque la présidente du Parlement européen est
est une Maltaise, Roberta Metsola. D'ailleurs, depuis l'ancien mandat aussi, la deuxième moitié de l'ancien mandat. Donc, ça fait déjà ça fera presque 5 ans qu'elle aura été à la tête du Parlement. Donc, c'est vrai que ça donne un peu plus aussi ça met l'accent sur cette petite archipel. Tout à fait. Être présidente du Parlement européen, c'est quand même pas rien. C'est important. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait essentiel. Donc Malte, en fait, est devenue une île monde. Alors c'est une île qui est extrêmement touristique. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs qui n'ont pas été à Malte à y aller ou à envoyer leurs enfants en Erasmus ou même en stage linguistique en 3e ou en 2e. Ils feront de l'anglais. Ils feront aussi beaucoup d'autres choses. Malte, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est un résumé de l'histoire méditerranéenne, cette île. C'est la synthèse Orient-Occident. C'est un territoire où la géographie a façonné un destin, le destin d'être un lieu de passage. Et si j'ai encore le temps, on peut le retrouver sur les pièces maltaises, les pièces d'euros. J'aime toujours regarder les pièces, c'est toujours important. Donc sur les pièces, sur certaines pièces, on a la croix de Malte. C'est la croix de l'ordre de Saint-Jean, donc l'héritage médiéval, l'héritage hospitalier. C'est l'emblème qui est universellement associé à l'île. C'est l'image la plus immédiatement reconnaissable de Malte. Sur les pièces de 5, 10 et 20 centimes, c'est un temple mégalithique dont je vous ai parlé au début, donc qui est daté, c'est le temple de Mnashdra. Le maltais est une langue extrêmement compliquée. Vous l'avez entendu tout à l'heure, on n'a rien compris de la chanson, donc j'espère que c'était tout à fait convenable. Donc c'est un temple qui est daté d'environ 3600-2500 avant notre ère, qui est classé évidemment au patrimoine de l'UNESCO et qui rappelle donc l'extraordinaire profondeur préhistorique de Malte. C'est pour ça que j'avais insisté au début là-dessus. C'est très rare dans les pièces d'euros d'avoir une référence aussi ancienne. Si on regarde les autres pièces d'euros, les références sont plus modernes. Même, par exemple, à Chypre, le bateau de Kyrenia, qui est un bateau antique, mais c'est un bateau, c'est historique, c'est pas la préhistoire. Donc, et puis, les pièces de 1, 2 et 5 centimes, ce sont les armoiries de la République de Malte. Donc, c'est l'État moderne, avec la couronne ducale qui symbolise les fortifications, et la George Cross, qui rappelle donc l'importance de la Seconde Guerre mondiale. Ça rappelle finalement toute l'histoire maltaise, c'est pour ça que les pièces sont toujours intéressantes. Et puis, Malte va émettre régulièrement des 2 euros commémoratifs, donc qui sont légales dans toute la zone euro. Donc si vous avez des pièces maltaises avec le patrimoine culturel maltais, par exemple, mis en valeur, ce n'est pas une fausse pièce, c'est une vraie pièce, bien entendu. Donc, pour conclure, peut-être que Malte démontre que finalement, en Méditerranée, la taille importe assez peu. Ce qui est important, c'est la position en Méditerranée. Et là, pour ça, Malte est extraordinaire. Elle est juste pile poil là où il faut. Là où il faut, avec tous les problèmes que ça peut poser, bien sûr. Merci beaucoup Christine. C'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. À bientôt. À bientôt.